Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, mais j'ai un grand remerciement à l'égard du capitaine Place pour votre francophilie et votre défense de la langue française. Cela aussi fait partie des choses, des enjeux majeurs pour la France aujourd'hui. Merci. Je vous remercie. Alors, je voulais vous demander... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voulais vous demander si vous aviez fait, comment dirais-je, une recension des néoconservateurs en France et en Europe. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptiez la faire? Oui, moi j'en ai fait... Évidemment, on n'avance pas sans avoir creusé le problème. Donc d'abord, je vais vous faire une révélation hein, qui est les néocons aux États-Unis. Tous les postes clés de l'administration, enfin, les postes les plus clés de l'administration américaine, on va dire, sont utilisés, sont aujourd'hui tenus non seulement par des néocons, mais par des saiyans. Tous, aujourd'hui. Alors, on peut partir, si vous voulez, dans l'ordre protocolaire, hein, mais vous prenez la vice-présidente des États-Unis qui s'appelle Kamala Harris. Elle est quelque part Saiyan parce qu'elle a uniquement par mariage. Elle a épousé un Saiyan. Bon. Donc, c'est pas elle qui est Saiyan, mais on est toujours un peu sous l'influence de son mari. Donc, Kamala Harris, vice-présidente. Le numéro 3 du régime Biden, alors Biden lui-même, lui, il débarque à Tel Aviv en juillet 2022 et il déclare à la face du monde, hein, j'ai la vidéo, je peux vous la montrer, hein, il n'y a pas besoin d'être juif pour être un sioniste. Non. Bon, donc au moins c'est clair. Quoi. Il annonce son sionisme hein, à la face du monde. Hein. Je suis sioniste. Bon. Ensuite Kamala Harris, le numéro 3 c'est Anthony Blinken. Alors là, on arrive, numéro 3 par l'ordre protocolaire. Hein, il est, Anthony Blinken, il est secrétaire d'État, c'est le numéro 3. Alors lui, il est Saiyan, évidemment, hein, mais il est entouré aussi de Saiyan. C'est-à-dire que le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelait Wendy Sherman, il y a quelque temps, elle était aussi une Saiyan, qui figure, ils étaient même au palmarès de l'influence du Jérusalem Post. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et puis en plus, j'ai la liste. C'était plus pour la France et plus largement pour l'Europe. Oui, pour la France. Je ne peux pas vous donner les noms, mais ce que je peux vous dire, et regardez l'entourage immédiat du président, hein, et regardez les postes qui ont été occupés. Par exemple, Madame Borne, elle était numéro 3 au palmarès de l'influence du Jérusalem Post. Palmarès confessionnel, c'est pas moi qui le dis, c'est le Jérusalem Post qui le dit. Hein, donc, à partir du moment où c'est le Jérusalem Post, on ne peut pas m'accuser d'anti-ceci, d'anti-cela. Moi, je suis anti-rien du tout, je regarde les faits. Hein, elle était numéro 3 au palmarès de l'influence du Jérusalem Post 2022. Elle était d'ailleurs 2 places derrière Zelensky, qui était numéro 1. C'est Weinstein, hein, faut pas... Oui, on est d'accord. Faut pas écorcher son nom quand même. Oui, non, d'accord. Non, faut pas écorcher son nom. Mais d'ailleurs, dans les écorchements de noms qui ont eu lieu au travers de l'histoire, l'assassin de Lee Harvey Oswald, il ne s'appelait pas Ruby, hein, il s'appelait Rubinstein. Bon, c'est tout. Hein. Bon, il s'est trouvé qu'il était lui aussi un Saiyan. Si vous voulez, quand vous regardez tous les Saiyans qui ont participé de près ou de loin à la commission Warren, vous apercevez qu'il y a de fortes probabilités. Moi, je regarde les coïncidences, mais dans le renseignement, on ne croit pas aux coïncidences. Hein. Et quand il y a autant de coïncidences, si vous voulez, on se dit, attends,
qui avait intérêt à le faire. Alors on se pose la question, ben, on y vient très rapidement. Hein. Vous aviez un monsieur qui, au moment de la nomination de Kennedy, de l'élection à la présidence, qui dirigeait Israël. Qui était cet homme? C'était le père de l'État d'Israël, le père de la bombe, le père de tout, quoi. Il s'appelait Ben Gurion. Et Ben Gurion, était-il un enfant de cœur? La réponse est non. Bon, Ben Gurion, il avait plein de sang sur les mains. Hein. Alors bon, c'est jamais lui, bien évidemment. Hein, mais Der Yassin, Tantoura, etc. Bon, c'était Ben Gurion. Et Ben Gurion, il avait fait, puis l'attentat du King David, de l'hôtel King David, avec je ne sais pas combien de dizaines de morts, c'était aussi Ben Gurion. Il n'était pas encore président d'Israël, parce qu'Israël n'était pas encore proclamé, mais il était derrière. Hein, qui a assassiné? Bon, qui a assassiné? Je ne parle pas de Kennedy pour l'instant, je parle du comte Folke Bernadotte, l'envoyé spécial de l'ONU, qui était là-bas en Palestine et qui était chargé de faire un rapport sur l'opportunité, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon de créer l'État d'Israël. Bon, le Suédois Folke Bernadotte pensait que non, il ne fallait pas le créer. Bon, il a été assassiné. Bon, et il a été assassiné avec le colonel français André Serrault, qui est le grand-père de Thierry Messant, hein, ou le grand-oncle, enfin, il est de la famille directe de Thierry Messant. Il a été assassiné là-bas parce qu'il était chef des observateurs de l'ONU et qu'il était d'accord, et qu'il était sûr avec le comte Folke Bernadotte. Donc voilà, alors, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, vous allez me dire, oui, mais Ben Gurion, il était pour rien. Peut-être, mais attendez, peut-être, mais ce que je constate, moi, là encore, factuel, c'est des faits. L'assassin de Folke Bernadotte et du colonel André Serrault, français, a été arrêté. Il a été traduit devant un tribunal qui l'a condamné à l'énorme peine de 18 jours de prison. Quand même. Il a quand même été condamné. Mais, dès sa sortie de prison, il est devenu garde du corps personnel de Ben Gurion, quand même. Je ne sais pas quel était le lien de Ben Gurion avec ça. Je constate que l'assassin de Folke Bernadotte et de colonel André Serrault a été promu garde du corps personnel et qu'il a été ensuite promu à la Knesset comme député. Bon, voilà. Bon, alors, ça ne dit pas que Ben Gurion a assassiné Kennedy, bien sûr. Alors là aussi, Kennedy avait envoyé, quelques jours avant son assassinat, avait envoyé une lettre à Ben Gurion en lui disant, bon, votre usine de désalinisation, enfin ce que vous faites passer pour une usine de désalinisation à Dimona, en fait c'était le centre de recherche nucléaire, hein, Ben Gurion voulait sa bombe. Ça me plaît pas trop, bon, on va, enfin il avait enrobé ça en termes diplomatiques, Kennedy, mais il a dit, j'irai visiter Dimona à ma prochaine visite. Ben Gurion, qui voulait surtout pas que... il avait adressé la lettre à Ben Gurion, qui était Premier ministre. C'était quelques semaines avant son assassinat. Et Ben Gurion avait dit, mais comme il ne voulait pas être mêlé à tout ça, mais qu'il voulait par contre sauver son bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné de son poste de Premier ministre pour sortir de là et avoir les mains libres. Et puis, 3 semaines après, bon, curieusement, ce qui est arrivé à Kennedy, il a eu... après, c'est l'enchaînement des coïncidences. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est cousu de fil blanc. Quand vous grattez, qui a tué Kennedy? Bon, je dirais pas qui, mais... Parce que vous le savez bien. Parce que vous le savez bien, voilà. Vous le savez bien qui a tué Kennedy. Voilà. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez regarder ce que vous voulez. Vous regardez les faits. Vous mettez tout ça bout à bout. Bon, après... comme tout bon enquêteur, tout bon enquêteur à qui profite le crime, à qui, etc.
voyez très nettement que finalement, c'est le gros bénéficiaire de tout ça, ça a été Israël. Hein, bon. Et que le Mossad, depuis cette époque-là, d'ailleurs, avait déjà plein de Sayanim au sein de la CIA. Le CIA Mossad, c'est fusionnel. Hein. Il n'y a pas deux services, il n'y en a qu'un. Hein, ils sont ensemble. Hein, et tellement il y a de Sayanim au sein de la CIA. Donc... il n'y a pas que la CIA, hein. Il y a la DGSE et la DGSI. Ce sont des annexes. Non, en France. Peut-être pas dû trop parler une fois de plus. Mais penchez-vous sur le cursus de Patrick Calvar, intéressant, qui a été successivement patron de la DGSE puis de la DGSI. Alors, pour un peu essayer de répondre à madame là-bas, l'affaire Epstein. Robert Maxwell, le papa de Ghislaine Maxwell, c'est un Sayan. Il bosse pour le Mossad. Et il a contribué à corrompre tout un tas de gens. Parce qu'on se demande pourquoi ces gens-là font-ils ce qu'on leur demande. Ben, c'est pas compliqué. Hein. On parle de corruption. Corruption. Ils sont tenus par les... Voilà. Bah, parler, voilà, absolument. Il y a des dames, donc n'insisterons pas. La lettre, bien sûr. si vous permettez, la lettre... Alors, je n'ai pas répondu à la question pour la France. Hein. La France, bon, vous examinez, bon, je vous dirai qui est Premier ministre aujourd'hui, qui a été Premier ministre avant, et qui est secrétaire général de l'Élysée, bon, depuis déjà un sacré bout de temps. Vous regardez le nombre de Sayan qui traînent dans les couloirs, il y en a partout. Il n'y en a jamais eu autant. Et j'ajoute que sur les États-Unis, l'administration présidentielle qui a le plus de Sayan répertoriés au monde, j'ai les noms, les photos et les fonctions. J'ai tout ça. Et c'est pas moi qui l'ai. Je le prends sur un site qui s'appelle Virtual Jewish Library. Alors, ils s'en vantent, hein, d'avoir 50 personnes au poste clé. Alors, je vous ai donné le secrétaire d'État, mais il n'y a pas que le secrétaire d'État. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, c'est une Sayan, et tous ses prédécesseurs depuis très longtemps sont des Sayan. Hein. Vous avez le secrétaire à la justice, celui qui va essayer d'emmerder Trump jusqu'à la corde, là, hein, qui s'appelle Merrick Garland, c'est un Sayan. Vous allez regarder le secrétaire à l'intérieur aux États-Unis, qui s'appelle Mayorkas, c'est un Sayan. Sud-américain, certes, mais c'est un Sayan quand même. Moi, j'utilise pas les mots commençant par J, je préfère les mots commençant par S. Hein, Sayan. Bon, voilà, hein, mais c'est ça. C'est ça. Et donc, ils tiennent l'administration. Aujourd'hui, je vous dis, le record de tous les temps, du nombre de Sayan au poste clé a été battu par l'administration Biden, l'actuelle. Il y en a 50 au poste clé. Hein, je ne parle pas de la Xème ou du Xème secrétaire. Non, je parle des gens au poste clé. 50 Sayan, ça suffit pour tenir un pays, hein, au poste clé. Bon, et jamais il y en a eu autant. Pour info, par exemple, comparé à l'administration Trump, puisque la Virtual Jewish Library rend toutes ces comparaisons possibles, puisqu'ils s'en vantent depuis très longtemps. Hein, donc on a les noms, les postes et les photos des gens qui étaient sous Sayan, sous l'administration Trump. Trump en avait 20. Bon, Biden, il en a 50. Alors, on va me dire 20, c'est déjà beaucoup. Mais 50, c'est encore plus. Hein. C'est 2 fois et demi le nombre de... Donc, l'administration américaine, aujourd'hui, elle est tenue. Elle est tenue par les Sayan. Les Sayan qui sont non seulement l'émanation de l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, mais qui sont directement, on va dire, des soutiens d'Israël, quoi. Vas-y, Jérémy. Alors, d'abord, merci mon général, mon capitaine, pour vraiment cet exposé historique très complet.
Mais par contre, j'avais une petite objection pour chacun d'entre vous, voilà, pour rebondir un peu aussi et débattre. D'abord, mon capitaine, quand vous avez exposé que finalement, enfin, c'est la conclusion justement de votre propos, que finalement les Américains allaient lâcher, on va dire, l'État d'Israël. On peut quand même légitimement se poser la question, déjà historiquement parlant, parce que si on remonte, il y a déjà un siècle, on peut observer quand même qu'ils sont montés en puissance précisément, et que par rapport au début du XXe siècle, ils ont pris encore davantage de commandes, pas uniquement d'ailleurs aux États-Unis, c'est du point de vue mondial, et on l'a vu d'ailleurs avec la crise du Covid, ils tiennent la plupart des États. Et donc d'une certaine manière, si vous voulez, le fait de peut-être même de laisser penser que ça pourrait se dénouer tout simplement par un retrait des États-Unis, que ça réglerait la question, me paraît un peu sujet à caution. D'autant plus qu'encore une fois, ils ont encore plus de pouvoir qu'il n'y en avait il y a à peu près un siècle. Pour vous, mon général, en fait, si vous voulez, finalement, j'ai l'impression dans vos deux exposés que toute la partie religieuse est un petit peu sous-estimée, parce que finalement, vous exposez un certain nombre de faits économiques, qu'on retrouve d'ailleurs, on peut retrouver avec d'autres penseurs, comme Todd, etc. Mais ce qui quand même ressort, c'est que nous avons affaire à un acteur proprement irrationnel. Et il est à un point tel, que d'ailleurs vous l'avez vu dernièrement avec les déclarations de Macron, ces gens-là tiennent, on va dire, des acteurs de premier plan et leur font dire un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, bon, là, on voit bien que lui, il n'est jamais qu'un pantin. Voilà. Bon. Donc, ils parlent à travers leur pantin et ils avancent des pions très réellement pour aller vers une troisième guerre mondiale. Il faudrait vraiment être, quand même. Je pense que vu votre position générale, vous voyez bien quand même que même s'ils n'en ont pas les moyens militaires, d'ailleurs, la preuve, c'est que les deux premières guerres mondiales, elles ont été déclenchées non pas seulement parce qu'ils avaient le potentiel militaire, c'est qu'ils les ont traînés, comme d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, par les cheveux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de dire littéralement dans leurs différents postes, les raves, ceux qui tiennent en fait le pouvoir religieux en Israël, c'est qu'ils vont tirer les nations par les cheveux. Voilà. Donc si vous voulez, c'était pour échanger sur cet aspect religieux qui a tendance souvent à être un peu sous-estimé, et qui, à mon avis, joue un rôle de premier plan encore plus aujourd'hui qu'avant. Alors, Yves, on est d'accord. En fait, c'est pas incompatible. Il y a un certain nombre de niveaux qu'il faut comprendre. Quand on dit les Américains, déjà, on a déjà tout faux. Parce que le peuple américain, c'est 339 millions d'habitants, je crois que c'est comme ça, 110 millions de pauvres, plus de classe moyenne, c'est Marx qui avait raison, la classe moyenne est complètement écrasée, il y a les très riches puis il y a les autres. Donc, et les gens qui dirigent sont pas américains, ils sont offshore, ils sont hors sol. C'est les gens qui tiennent la monnaie américaine, c'est les gens qui impriment le dollar, c'est les banksters, c'est ce qu'a voulu nous dire le général en fait. Donc c'est un tout petit noyau élitiste, la conférence qu'il avait fait à Montpellier justement sur... il y avait des gens qui étaient déjà présents, sur les néoconservateurs, précisez bien qu'on a affaire à vos banksters, ce qu'on appelle les banksters, 750 milliardaires, dont à peu près 70, dirigent réellement le monde. Ces gens-là n'en ont mais strictement rien à foutre de l'Amérique, hein. Mettons-nous bien d'accord. De même qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre de l'État d'Israël, c'est un cheval de Troie. Jusqu'à maintenant, ils se sont renvoyés la balle. Il y avait effectivement une collusion entre eux. Mais c'est plus nécessaire. Ils ont semé le chaos au Moyen-Orient, ils ont raréfié les énergies fossiles, ce qui était leur objectif. Donc ça, c'était la première partie du plan. La deuxième partie du plan, c'était la destruction du Nord Stream. En fait, la destruction de l'Europe. Hein. Parce que la destruction du Nord Stream, c'est la destruction de l'Europe. Donc, ils sont débarrassés de leurs concurrents. Et en faisant ça, ils se sont ménagés, c'est la guerre. La première chose qu'on apprend dans les états-majors, c'est échanger du terrain contre des délais et des délais contre du terrain. Ils se sont ménagés une trêve pour la période isolationniste qui vient. Mais la nef de la finance mondialiste, pour l'instant, elle a jeté l'ancre dans la baie d'Hudson ou au large de la Tamise. D'accord ? Mais elle peut très bien partir à Hong Kong demain, hein, ou n'importe où ailleurs, à Canberra, je sais pas, n'importe. Enfin, Canberra,
hein, Sydney, ou je ne sais, ils peuvent aller n'importe où. C'est des gens, là pour l'instant, ils sont en train de, vous avez raison pour la guerre mondiale, ils sont en train de se construire tous des bunkers anti-atomiques. Celui de Mark Zuckerberg c'est personne. Facebook, c'est la CIA, hein, clairement. Il n'a rien fait, le mec, il a en paravent, d'accord. 250 millions de dollars, pour lui c'est une broutille, hein, soyons bien d'accord, enfin quand même. On ne va pas mettre 250 millions de dollars dans un truc si on n'est pas un peu initié, quoi. Surtout quand on est l'homme de paille de la CIA pour Facebook. D'accord ? Donc tous ces gens-là se construisent des bunkers en Patagonie, en Uruguay, en Australie, tout plein, etc., dans les îles. À mon avis, c'est pas une bonne idée parce qu'une torpille Poséidon et tout le monde est submergé. Vaut mieux être un peu dans la montagne. Mais bon, s'ils font des erreurs de calcul, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pas du tout incompatible parce que les niveaux. C'est pareil quand on parle de la Chine. Hein. Dire les Chinois, c'est débile. La Chine, c'est l'histoire de l'opposition entre les mandarins et l'empereur, ça n'a pas changé. Vous avez Pékin et vous avez le littoral chinois où vous avez des gens qui sont des libéraux, hein, les mêmes en fait. Tout comme en Russie, vous avez des... Alors, ça s'est calmé parce que Poutine, il a un peu serré la vis parce qu'il est en guerre. Mais vous avez des gens qui sont des oligarques russes qui sont les pires ennemis, qui étaient les pires ennemis de Vladimir Poutine. Vous croyez que c'est différent en Chine? Vous croyez que les libéraux chinois apprécient d'avoir un Xi Jinping qui donne encore des ordres? C'est une opposition permanente entre le libéralisme et le dirigisme. Le dirigisme, le centralisme pékinois, il n'a pas disparu. Hein. Et c'est ce que fait Vladimir, en fait. Il fait la même chose. Il fait du dirigisme. Il fait du dirigisme. C'est l'ennemi juré du système libéral. Encore que, quand même, attention, hein, il dirige aussi. Hein, mais il ne dirige pas de la même façon. Ils dirigent depuis leur centre de décision financier. Alors là, le truc, c'est que ça aussi, c'est un truc que les gens ne comprennent pas trop. Il faut vraiment en parler. L'unité de mesure temporelle des libéraux anglo-saxons, des WASP, enfin, c'est le siècle. C'est-à-dire que ces gens-là, si en ce moment, ils sont en train de parler dans dans un brainstorming, dans une réunion de... Eh bien, ils sont en train de parler de l'année 2124, du mois de mars 2124. Alors, c'est-à-dire c'est les gens qui planifient, ils ne sont jamais surpris parce qu'ils ont tout planifié à l'avance. C'est-à-dire qu'aux échecs, ils ont les blancs, vous savez, c'est les mecs qui démarrent. Ils ont l'initiative. Et ils essaient de la garder. Alors, évidemment, tout ce qu'ils font entraîne une réaction. Là, ils sont tombés sur des putains de joueurs d'échecs, parce que vous savez, les championnats du monde d'échecs, ça se passe entre Russes. Même s'il y en a un qui est américain, le mec, il a un nom russe. Là, ils sont tombés sur des mecs qui sont un peu plus doués qu'eux. Donc, ils ont... Hein, et on voit bien qu'ils ont perdu l'initiative. Ça, c'est très important. Et si vous regardez l'histoire, vous voyez que... D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Project for a New American Century, dont a parlé le général. Donc, ils ne s'en cachent pas. Si vous lisez, par exemple, George Friedman, hein, Chicago, George Friedman, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les 100 ans à venir ». Donc, voilà, il suffit de construire. Il ne s'en cache même pas. Si vous regardez l'histoire, ils ont terminé la conquête de l'Ouest en 1890, avec la fin des guerres indiennes, la bataille de Wounded Knee, hein, auquel ils ont exterminé les derniers Sioux, qui commençaient à faire mine de s'unifier avec la danse des esprits, qui était un syncrétisme entre le chamanisme indien et le christianisme. Ouh là, danger. Donc on extermine les derniers Sioux et on finit les guerres indiennes. Donc 1890. De 1890 à 1990, ils détruisent l'Europe avec 2 guerres mondiales et la guerre froide. Ils achèvent là tout de suite. Là, ils viennent d'achever la destruction de l'Europe. Et ils sont passés entre-temps, à partir de 1991, 1890-1991, à la conquête de l'Est. Ils sont en train de faire la conquête de l'Est. Parce que si vous êtes mondialiste, il faut conquérir l'Ouest, il faut conquérir le centre, puis il faut conquérir l'Est. C'est ce qu'ils font. Ils font la conquête de l'Est. Mais les gens qui font ça, ils sont ni américains, ni anglais, ni même anglais. Parce que ça aussi, hein, il faut... Les Américains, c'est des petits joueurs, parce que c'est des cow-boys, c'est des mecs avec des gros sabots ou des éperons, comme vous voulez, des boots. C'est des cow-boys. Les Anglais, c'est des gentlemen. Ils ne jouent pas au poker, ils jouent au bridge. Et puis je peux vous garantir qu'ils savent y jouer. Donc ces gens-là sont beaucoup plus dangereux. La Première Guerre mondiale,
À qui elle a profité? Le vrai problème de la Première Guerre mondiale, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, hein, c'était, dans aucun de nos manuels, on nous a appris ça à l'école, il faut vraiment fouiller soi-même. Hein. Le Bagdad Ban, on en parle dans nos manuels d'histoire. Trouvez-moi n'importe quel manuel d'histoire et trouvez-y, pour nos gosses, hein, et trouvez-y le Bagdad Ban, nulle part. Donc, l'Allemagne, première puissance industrielle européenne, deuxième mondiale, la marine allemande qui fonctionne au diesel, en plus avec des sous-marins, la possibilité de se ravitailler, donc comme je veux dire, grâce au Bagdad Ban en pétrole, et l'indexation du Reichsmark sur l'or par Bleichschroeder, le banquier de Bismarck. Ces éléments-là, insupportables. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'intervient pas directement, on pousse les Français. On fait l'entente cordiale 10 ans avant, Paul Cambon, en 1904. C'était un serpent de mer qui datait de 1830. Il y a eu un moment où ça a failli se faire pendant la guerre de Corée, 1953-1956. Exactement un siècle, 1953, avant la naissance de Vladimir Poutine. Vous n'allez pas me dire que Vladimir Poutine, c'est le mec qui a tout organisé. Hein? Il n'était pas né. Or, je suis désolé, la pseudo-élection de la Crimée, non. C'est les Criméens qui ont décidé de redevenir russes, eux-mêmes. Hein? Et voilà, on est en train de rejouer en ce moment la guerre de Crimée en Ukraine. Mais là, aujourd'hui, au moment où on parle, oui. Ils sont encore plus puissants qu'il y a un siècle. Ben, le général vient de vous démontrer que non. Ils sont en perte de vitesse et je vous le dis, ils ont perdu l'initiative. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est pareil, on va dire qu'il y a contradiction entre le discours du général et le mien. Attends, s'il vous plaît. Oui. Parce que ça fait. Après, ça va faire durer longtemps. Oui. Si le général peut répondre à la question qui lui était posée par oui. notre intervenant. Absolument. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à la guerre mondiale. Parce qu'une guerre mondiale... Non, général, la question portait sur la spiritualité, je crois. La dose de spiritualité. Oui, c'était pas la même question. Oui, mais le général peut répondre. Oui, répondez là-dessus. Oui, bon, moi, sur la guerre mondiale, je n'y crois pas parce que l'OTAN est nue. Il faut savoir, par exemple, que la puissance nucléaire américaine, elle repose sur des missiles balistiques terrestres qui ont été mis en service en 1970 et qui doivent être changés incessamment sous peu, mais qui ne sont pas encore changés, mais c'est une question d'années. Ils arrivent à bout de souffle et ils sont considérés déjà comme obsolètes. Donc ils ont 54 ans d'âge. Bon, à côté de ça, en face vous avez la puissance nucléaire russe, hein, vous avez 6000 têtes nucléaires. Après, vous comparez les vecteurs. En parité, en nombre de têtes nucléaires, il y a parité. Bon, mais c'est pas là-dessus qu'on voit. Il faut regarder les vecteurs. Les vecteurs, bon, les Russes ont un avantage énorme en termes de vecteurs. Ils ont la meilleure défense anti-balistique, on va dire, du monde. C'est les Russes aussi qui l'ont. Aujourd'hui, donc... ensuite, il y a la profondeur stratégique du territoire. Les Russes ont ils ont le territoire le plus grand du monde et donc une densité de population qui est moindre. Alors on me dira, oui, mais elles sont dans les villes, etc. Mais regardez côté européen ou côté américain, vous lancez une bombe atomique sur l'Europe, ça fait plus de dégâts qu'une bombe atomique quelque part sur la Russie. Ensuite, il y a les capacités, ce qu'on appelle le bouclier antimissile. Le bouclier antimissile, c'est pas nous qui l'avons. Hein. C'est-à-dire la capacité de détourner les missiles adverses ou de neutraliser les systèmes de guidage qui font que c'est par la guerre électronique, hein, qui font que ces missiles vont se perdre et vont tomber à peu près n'importe où, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a pas la capacité tout simplement de faire ni une guerre classique, ni une guerre nucléaire. On est perdant à tout coup. Hein, et le président Macron et sa bombinette, bon, il regrette, mais il faut... C'est vrai ce que dit le général, tout ce que dit le général est vrai. Le problème, c'est que on vient de voir qu'ils ont perdu la guerre sur le plan conventionnel. Ils l'ont perdu, c'est clair. Enfin, ils ont perdu. Oui et non. Parce qu'ils ont gagné leur guerre sur le plan économique. Ils ont détruit l'Europe, ils ont détruit le Nord Stream, donc les Américains ont gagné la guerre. Et je dis bien là, c'est les Américains qui ont gagné. Mais les gens qui sont à la manœuvre, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas les Américains, ce sont les Anglais. Consultez, vous regardez sur Open Box, vous regardez l'amiral Dufour, qui est un ami, qui m'en parlait depuis des années. Il me disait, mais Pierre, très longtemps, mais Pierre, ce ne sont pas les Américains qui sont à la manœuvre, ce sont les Anglais. J'étais à Kiev, me disait-il,
en 2004 au moment de la Révolution orange. Mes homologues britanniques ne se cachaient pas. Et il l'a dit dans Open Box, interviewé par Alain Juillet, que nous avons reçu sur notre chaîne tout récemment sur Brochu Télévision. Et donc, il est clair que les Anglais, eux, ils lâchent rien. Ils lâchent rien, rien du tout. Parce que, et il faut savoir qu'il y a une guerre entre la City et Wall Street depuis 2008. Parce qu'en 2008, quand Hank Paulson a voulu sauver Lehman Brothers, il est allé voir chez les Anglais. Alors à l'époque, c'était le gouverneur Gordon Brown, travailliste, et le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire les finances, c'était Alistair Darling, à la fois travailliste et écolo. Et il se trouve qu'il y avait un repreneur, c'était la Barclays, mais il fallait l'autorisation du chancelier de l'échiquier. Ils ont refusé. Enfin, Alistair Darling a refusé. Et quand Paulson est rentré, il a dit « The British Greens fucked us ». Depuis, il y a une guerre sans merci entre la City et Londres. Alors, ils ont le même agenda face au reste du monde. Ils ne vont pas en démordre. Ils ont le même agenda à peu près. Les Américains préféreraient une guerre en Asie-Pacifique. Les Anglais n'en veulent pas. Ils ont fait la mondialisation avec 1,5 milliard d'esclaves chinois et les capitaux de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Et il se trouve qu'en 2008, ce sont des capitaux, vous savez, c'est l'histoire de l'affranchissement. Et dans les campagnes, c'était le roi de France, le Hutin, qui avait mis un droit d'affranchissement pour se faire du pognon. C'était le fils de Philippe le Bel, quand même, hein, pour se faire du pognon. Alors, les paysans mettaient du grain de côté, tout le monde connaît cette histoire, et puis à un moment, ils pouvaient racheter leur liberté et devenir vilains, alors qu'ils étaient serfs avant, c'est-à-dire à la ville, dans des villes franches, pour les affranchir. Eh bien, le même système par les Chinois, ils ont mis du grain de côté, et puis en 2008, c'est des capitaux chinois qui ont sauvé la HSBC. Mais il se trouve que les capitaux qui ont fait la mondialisation, avec notamment, comment il s'appelle, Stephen Green, le patron de la HSBC, qui est entré au gouvernement suite de Cameron, eh bien, ces capitaux transitaient par la Suisse, par la succursale, par l'annexe de la HSBC en Suisse. C'est la raison pour laquelle les Américains, en utilisant Sarkozy et Roland Weipo, ont détruit le secret bancaire suisse. Et là-dessus, comment il s'appelait déjà, c'est George Osborne, a fait un courrier, donc britannique, a fait un courrier à Timothy Geithner, qui était le nouveau patron de la Réserve fédérale, ainsi qu'au secrétaire au Trésor, pour leur dire arrêtez vos conneries les mecs, parce que sinon vous ne ferez plus d'affaires en Extrême-Orient. Mais bon, c'est toujours pas réglé. Alors, les Anglais ont acheté l'accord des Américains pour pas foutre le bordel en Asie du Sud-Est, en Asie-Pacifique, où ils veulent pas d'emmerde sur leur dominion, sur Hong Kong déjà, Shanghai et Hong Kong, mais ils veulent pas d'emmerde sur leur dominion Néo-Zélandais et Australiens, ils veulent pas de remous, hein. D'accord ? Donc ils ont acheté la complaisance des Américains qui préféreraient aller dans le Pacifique en leur offrant le Nord Stream. Vous savez que les services russes, les services d'écoute russes ont intercepté le message de Liz Truss 5 minutes après l'explosion. De toute façon, c'est les seuls qui ont l'expertise. Hein. Et donc, ces gens-là sont les seuls à avoir l'expertise. Le Special Boat Squadron, ils sont les meilleurs avec les Norvégiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des plateformes de forage en mer et tous les anciens nageurs de combat se retrouvent ensuite sur les plateformes de... J'en connais personnellement. Un copain qui s'appelle Neil, je vais dire juste son prénom, qui est un spécialiste de plongée en très grande profondeur. Liz Truss a envoyé un message à Biden tout de suite après l'explosion de machin. It's done, c'est fait. Et Biden avait prévenu, oui, mais on s'en charge. Avant, il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, des journalistes qui lui demandaient le Nord Stream, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est programmé. Et puis là, il vient de dire, si effectivement ils le remettent en service, on recommencera. Ça vient de sortir, là, tout récemment. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un aspect fondamental. Hein, de ce côté-là, on peut dire qu'ils ont gagné leur guerre. En revanche, il y a un truc auquel personne ne pense. Et moi, j'ai averti dès 2016. J'ai envoyé un courriel à l'ancien patron de la chaire de géopolitique de l'université Lomonosov, la MGU, Moskovsky Gosudalzhenie Universitet, qui, alors je vous dis son nom, vous le connaissez tous en fait, c'est Alexandre Douguin. Ah, bah oui. C'est un ami. Et donc je lui ai envoyé un mail, comme son père était au GRU, il est bien renseigné, puis quand même c'est le mec qui murmure à l'oreille de tout ce qui compte de diplôme. La chaire de géopolitique de l'université Lomonosov,
tout ce qui fait de la diplomatie ou de la géopolitique passait par lui. Ça, c'est vrai qu'il avait de l'influence. Ça, c'est vrai. Et donc, je lui ai envoyé un petit mail dans lequel je disais, est-ce que vous ne pensez pas que les Américains, précisément parce qu'ils n'ont plus la parité sur le plan nucléaire, parce qu'effectivement, les Russes ont des missiles hypersoniques et puis les propulseurs américains sont poussifs. En plus, ils sont très mauvais en technologie. Vous savez pourquoi? Parce que si vous faites des études aux États-Unis, il faut faire un emprunt. Il faut emprunter l'argent. Il y a des mecs qui ont 70 balais, qui n'ont toujours pas remboursé leur prêt étudiant aux États-Unis. D'accord? Alors les mecs, ils disent, on pourrait être ingénieur, on aimerait bien être ingénieur, mais ça ne rapporte pas. Donc on va faire de la finance et du droit. Avocat, donc de trucs qui ne servent à rien du tout. On s'enrichit artificiellement, on augmente soi-disant le nombre de parts, etc. Mais on fait des parts de plus en plus petites dans le gâteau. Le gâteau, il n'a pas augmenté. Les parts sont de plus en plus. Ça, c'est du Delamarche, Olivier Delamarche. Donc, le résultat, c'est que ces gens-là, ils n'ont plus de penseurs. Si vous regardez, ils viennent chercher chez nous, les élites, pour fabriquer ce qu'ils fabriquent chez eux. Vous regardez, je vous refais Photoshop, vous avez des Indiens, vous avez des Russes, vous avez des Allemands, vous avez des Français. En pagaille dans le ciel, le truc, au début, il y a le nom de tous les mecs qui ont participé au projet. Eh bien, il y a très peu d'Américains pur jus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'étudiants. Il n'y a plus personne qui est capable de faire le job. Alors, effectivement, le général a raison. Ils ont perdu, mais on parle de quoi, là? On parle de dissuasion nucléaire. La dissuasion, c'est pas la guerre. Effectivement, personne n'a envie d'utiliser l'arme nucléaire. Et les Américains ne l'utiliseront jamais. Ils savent très bien qu'ils s'en prendraient plein la gueule. Ni les Américains, ni les Anglais. C'est pour ça qu'ils utilisent M. Macron pour le pousser à faire la connerie. Parce que M. Macron, bien sûr qu'il n'a aucune chance de gagner dans un conflit nucléaire. Seulement, je vous ferai remarquer que la doctrine française, c'est quand nos forces conventionnelles sont dépassées, on passe, pour sanctuariser, on passe à l'arme nucléaire. Et comme il est là pour détruire la France, ça ne lui pose aucun problème. Il a un hélicoptère dans les jardins de l'Élysée qui l'amènera à Villacoublay, il prendra son jet pour aller dans les Caraïbes. Non, d'accord. Lui, il va à Washington direct. Oui, peut-être. Oh, non, mais de toute façon, j'ai pas le plan de vol. Voilà, il y a du tactique et du stratégique, c'est clair. Le nucléaire, c'est pas uniquement... Voilà, non, alors qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait un mail à Alexandre Denis, je dis, vu la situation, est-ce que c'était juste après la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. 3 pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, qui n'ont pas signé les conventions internationales sur l'interdiction des armes biologiques. D'accord? Et comme par hasard, il y a eu plein de laboratoires là-bas, et comme par hasard, il y avait le virus Ebola. Et quand ils ont eu un médecin féminin latino-américaine, une doctoresse latino-américaine qui est tombée malade, en une semaine, elle était guérie. Donc ils ont l'antidote, donc ils peuvent utiliser l'arme. Alors pourquoi je dis des pays qui n'ont pas signé les conventions? Il est intelligent, ce virus. Il a lu la convention, il sait qu'il peut aller au Libéria, il sait qu'il peut aller avec ça. De qui se moque-t-on? C'est un virus qui a une particularité Ebola, et son dérivé Marburg, qui va nous arriver sur le coin de la gueule, il peut être utilisé qu'en été. Je vous le dis tout de suite, en hiver, ça ne marche pas. En hiver, il faut des coronavirus, sont protégés par une enveloppe qui leur permet de se déplacer pendant un court laps de temps hors d'un liquide biologique à température du corps humain. Ça, c'est pour l'hiver, coronavirus, grippe et compagnie. En été, il y a d'autres cas, donc qui sont contagieux, alors que le Marburg, il n'est pas contagieux du tout, il tue les gens, parce que c'est incompatible, contagion et mortalité. Donc il n'est pas contagieux du tout, il tue les gens avant qu'ils aient le temps de contaminer les autres. Donc c'est l'idéal pour une frappe tactique. Donc vous commencez par organiser des Jeux Olympiques. Ça, je viens de faire le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on a sorti une émission avec Karl Brochu il y a quelques jours, il y a 4-5 jours. On a sorti un truc sur les Jeux Olympiques, soit plateforme de contamination de la planète, tout le monde vient et tout le monde repart malade, soit peut-être ils n'auront pas lieu, parce qu'il se passera quelque chose avant ça. On compte sur M. Macron qui passe des accords avec M. Zelensky. Donc c'est les deux options. Il y a toujours deux options, on a toujours plusieurs fers au feu. Pas sur d'illusions. Toujours la planification, il y a toujours deux hypothèses. Soit l'ennemi pourrait franchir la coupure pour aller s'emparer d'un aéroport, soit il va monter au nord pour s'emparer de je ne sais quoi, d'un dépôt de munitions ou de carburant. Donc il y a toujours plusieurs hypothèses. C'est obligatoire en plus dans la réduction de l'ordre d'opération. Bon. Donc, là, on a des gens... Pourquoi j'ai parlé des conventions? Parce que les Américains ont signé des conventions avec tout le monde, ils ont même suscité des conventions, alors qu'ils avaient utilisé l'arme biologique en Corée, il faut le savoir, entre 1953 et entre 1951 et 1953. Les pilotes américains ont parlé, certains n'ont jamais voulu rentrer, tellement ils avaient la trouille, ils préféraient rester en Corée,
D'accord. Ceux qui sont rentrés, ils ont été torturés, notamment par Frank Olson, balancés du 13e étage de l'hôtel Stadler à Manhattan. Il est officier à Fort Detrick, c'est-à-dire l'US Army Medical Research for Infectious Disease, Institute for Infectious Disease, qui est, Fort Detrick, c'est la Mecque de l'arme biologique. Et donc, ils ont fait signer à toute la planète des conventions qui interdisaient l'utilisation de l'arme biologique. Mais on sait bien qu'eux ne respectent jamais leurs propres règles. Demandez aux Amérindiens, 400 traités bafoués. Les Amérindiens n'ont pas été vaincus par les armes, mais par le mensonge. D'accord? Bien. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous préparer. Alors, je vous dis, il vaut mieux se prendre une bombe nucléaire sur la gueule, parce qu'au moins c'est réglé en une nanoseconde, hein, transformé en chaleur, en lumière. Quand vous allez commencer à cracher vos tripes, à cracher vos poumons et à chier vos tripes, je peux vous garantir que vous allez trouver ça pour plus agréable si ça dure plus longtemps. Merci beaucoup, capitaine. Il faut absolument qu'on avance et qu'on prenne d'autres questions. Tout ce que vous dites est absolument passionnant, mais il faut vraiment limiter le temps de réponse, même si effectivement c'est des questions très denses. On va prendre la prochaine question. Merci pour votre intervention. Je reviens sur la France. On a entendu récemment que les généraux français ont refusé l'utilisation des armes contre les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On a entendu aussi les généraux français ou l'armée refuser d'intervenir avec les outils au Yémen. Où on en est où de la France et de l'armée? Parce que beaucoup se demandent si un jour ou l'autre l'armée va faire son travail, à savoir protéger la souveraineté ou ce qu'il en reste de la France. Je parle pas de la police, bien entendu. Vous qui êtes militaire, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu quelques infos là-dessus? Oui, pas... Je viens d'écrire un article pour un journal qui m'a interviewé et qui m'a posé ce genre de questions. Y a-t-il des voix dissidentes dans l'armée? Bon, dans l'armée d'active, il n'y en a pas et il ne peut pas y en avoir de manière ouverte parce que le gars, il ne serait plus d'actif le lendemain. Donc le problème est réglé. Hein. Il n'y a pas de voix dissidente dans l'active. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de pensée dissidente, mais les gens de l'armée d'active se taisent. Au Yémen alors? Les seuls qui parlent et qui s'expriment ouvertement, j'entends, sont des généraux à la retraite. Alors, des capitaines. Oui, ou des capitaines à la retraite, mais ce sont des gens qui sont à la retraite et qui n'ont plus de lien avec l'armée. Donc là, effectivement, il vient d'y avoir une tribune, là, récemment, de généraux qui disent que ça suffit, l'Ukraine, il faut obtenir le cessez-le-feu au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Hein, donc, mais ce sont des amis d'ailleurs, hein, je les connais bien, hein, ça s'appelle le Centre de réflexion interarmée. Ce sont des gens qui pensent un peu ce que je pense hein, sur la question. Hein, donc il ne faut pas attendre plus que ça dans l'armée. Elle a été traumatisée par l'affaire de l'Algérie, du putsch des généraux de l'Algérie, et depuis ce temps-là, bon, les gens se taisent. Hein, alors ça ne les empêche pas de penser. Moi, ce que je peux dire, parce que je fréquente des gens d'actifs, hein, c'est que dans l'idée, il y a plein de gens d'actifs qui partagent nos points de vue, mais ils ne sont pas en situation de pouvoir faire la révolution. Alors cela dit, moi j'ai trois informations que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Ce qui me fait très plaisir là, récemment, c'est une élection partielle en Grande-Bretagne. Ça me paraît capital. Il y avait 4 candidats. 4 candidats. Le conservateur de base, le travailliste de base, et le citoyen lambda, qui sortait de nulle part, et un deuxième citoyen lambda qui sortait de nulle part. Les deux qui sont arrivés en tête à cette élection, mais qui ont écrasé les deux partis traditionnels, sont les gens qui ne sortaient de nulle part, et qui n'avaient aucun parti, qui n'avaient rien, et dont le seul argument électoral, c'était Gaza, pas possible, enfin, inacceptable. Soutenir Gaza, c'est inacceptable. Le gars, il a fait 40% avec ça. 40% des voix.
C'est-à-dire que si le peuple se réveille et si le peuple commence à voter, il faut voter contre tous ces gens qui se prosternent au pied du père Netanyahou en Israël. Hein. Et chez nous, hélas, la quasi-totalité des partis se prosternent aux pieds, hein, que ce soit, je ne parle pas de Zemmour, évidemment, mais je parle aussi de Bardella, qui est allé, de Marine Le Pen, qui a été faire la même chose. Moi, je regrette. Je vais voter prochainement aux européennes. Je ne peux pas voter pour des gens qui ont été se prosterner et soutenir Israël dans le génocide des Palestiniens. Le nombre de morts et surtout de femmes et d'enfants me révulse à un point tel que je ne peux plus voter pour ces gens-là. Même s'il m'est arrivé de voter dans un lointain passé. Et c'est pareil quasiment de tous les partis. Et puis ces gens-là aussi prêtent allégeance à l'OTAN et à l'UE. Donc moi, demain, quand j'aurai à voter, quand vous faites le bilan, comme je vote contre tous ceux qui votent pour l'OTAN, pour l'UE et pour le machin, il m'en reste qu'un. Asselineau. Et ben moi, je vais voter Asselineau. Pour cette raison-là, je voterai Asselineau. Oui, un peu moins, parce que... Comment le faire sortir? Comment le faire sortir? Oui, mais il faut voter. C'est comme les Anglais ont fait avec ce monsieur Galloway, qui a été élu et qui a balayé les conservateurs et les travaillistes. Ils ont été... même le deuxième clampin qui se présentait, qui n'était pas deuxième candidat qui s'est présenté, hein, il n'était pas ni travailliste ni conservateur, il a été deuxième. Et les deux partis traditionnels, ça suffit de tous ces gens, et donc il faut aller voter, parce que ne pas voter, c'est laisser le champ libre. C'est élire Macron. Hein. C'est élire Macron. Ne pas voter, c'est élire Macron. Donc il faut voter. 18% des... Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, via la voie démocratique, y arriver? Parce que là, on a vu, notamment dernièrement, ça se trouve, elle était carrément volée, l'élection. Oui, il y a eu des trafics, on a vu sur France 2, ils sont revenus en l'air sur les chiffres. Là, c'est pas fondamental. Il y a énormément de... Non, mais je vais quand même répondre à un truc qui est important. Les militaires, parce que le général a répondu, mais il y a quand même un truc qu'il faut quand même envisager. Certes, les militaires d'active sont dans une situation extrêmement délicate pour pouvoir s'opposer au système. Pour l'instant, ils font de l'inertie, principalement. Il y a un certain nombre de... Alors, il faut savoir, dans les réunions interministérielles, je vais vous dire comment ça se passe, parce qu'il se trouve que j'y ai mes antennes. Vous avez... Je devrais marquer une caméra, c'est dommage, mais bon. Par exemple, en matière de sécurité, par exemple, vous avez le terrorisme, soi-disant, hein, parce que le terrorisme, c'est fabriqué. Bon. Vous avez des gens qui sont en charge de la sécurité des Français, qui sont des gens qui font leur travail, des gendarmes, par exemple, qui font leur travail, hein, ou des spécialistes de la lutte antiterroriste. Et ils sont là, ils exposent au président les mesures, etc. Il écoute, le regarde dans le vague, avec son truc, sa clé USB MK-Ultra dans le cerveau, là. Voilà. Puis quand tout à fait entre deux... excusez-moi. On a le droit de se poudrer les narines, hein. Et donc... et quand c'est fini, il dit, ben non, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et les mecs, ils sont consternés. Attends, on a bossé, on a le diagnostic, on a le remède, on est capable de faire, et l'autre, il fait l'inverse. Donc, il faut bien comprendre que tout ça... Mais, parce qu'il y a un mais. La question de monsieur est pertinente. Pourquoi? Parce que s'il y a un fusible qui va empêcher l'embrasement général, alors que ce soit, je vous dis, effectivement, le général a raison, l'arme nucléaire, il y a peu de chance, sauf si M. Macron pète un câble, met l'arme nucléaire à la disposition de Zelensky, là c'est sûr qu'on y va. Mais ça, c'est un casus belli. C'est le prétexte, l'étincelle, le truc qui permet de dire « Ah, regardez, c'est un bon... » Non. Le fusible, c'est précisément le mec dans son sous-marin qui dit... L'amiral Dufour a commandé le sous-marin nucléaire. Qui dit bah non, moi j'ai la deuxième clé et je marche pas. Donc effectivement, à l'ultime moment d'appuyer sur le bouton, bah
il y a une deuxième capacité de décision, et je pense même que c'est possible aussi bien chez nous qu'aux États-Unis. Ça s'est produit pendant la guerre froide, là c'était un Russe qui a dit, bah non. Et je pense que le fusible ultime, c'est effectivement des militaires. Parce que c'est un militaire, il a une famille. Hein, il est peut-être dans son sous-marin au fond de l'eau, mais il sait qu'il a des femmes et une femme et des gosses. Des femmes et un gosse. Et une femme et des gosses. Bah oui, aujourd'hui, on a des femmes et un gosse. Hein, faut pas faire d'enfants, c'est pas bien. Hein. Voilà. Merci. Alors il nous reste le temps nous manque, hein, mais il nous reste 3 questions. Oui, juste deux petits éléments qui vous montrent que les BRICS sont en train de l'emporter. Hein. C'est le nombre d'ingénieurs formés par tous les pays de l'OTAN, USA réunis, et les BRICS. Les BRICS fournissent aujourd'hui, ils forment aujourd'hui 2 à 3 fois plus d'ingénieurs, j'ai les chiffres, hein, que l'OTAN et tous les pays du G7 de cette mouvance-là. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est non seulement les ingénieurs, mais les brevets d'invention. Aujourd'hui, les brevets d'invention, il y en a 3 fois plus du côté des BRICS. Les BRICS présentent et déposent 3 fois plus de brevets d'invention que l'Occident qui est en train de plonger. Et ça, c'est l'avenir. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, ni pour les ingénieurs, ni pour le... Bon, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre encore, donc, du coup, monsieur. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont blessés. Hein. C'est-à-dire que, précisément parce qu'ils sont au stade du déclin, c'est là, la bête blessée, c'est là qu'ils vont, justement, c'est pour ça que la question est pertinente pour la guerre mondiale. Ce ne sera pas une guerre mondiale comme on l'entend habituellement, ce sera... Alors, une pandémie générale grâce à des Jeux Olympiques, une fois que tout le monde est malade, parce que la différence entre un missile nucléaire et l'arme biologique, c'est l'arme biologique, on ne peut pas... Regardez les vaccins. Ah bah non, on n'arrive pas à faire le lien entre le vaccin et puis le mec qui vient de clamser avec des thromboses partout. Et ben, c'est le même système, c'est-à-dire que l'arme nucléaire, on peut désigner le coupable de 2 manières. D'abord le départ du coup, mais comme il y a des sous-marins, ça sort de l'eau, on ne sait pas très bien, mais l'arrivée. Parce que ce n'est pas les Chinois qui vont tirer sur le club des puissants nucléaires, il est restreint. Hein. Ce n'est pas les Chinois ou les Coréens ou les Iraniens qui vont tirer sur la Russie, hein, clairement. Donc qu'est-ce qui reste? Les Anglais, même Israël, hein, ils n'ont pas joué à ça. Donc, ou les Pakistanais, bien sûr. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste, ou les Indiens. Donc il reste la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. La Grande-Bretagne et les États-Unis ne sont pas cons, ils savent que leurs missiles sont poussifs et que les autres, ils ont des missiles hypersoniques. Donc il y a un seul con qui peut faire la connerie, on le connaît, et il est dans les tuyaux. C'est un bébé Rothschild. On a parlé des Saiyans, on a demandé la liste là tout à l'heure des gens qui étaient dans le coup, là, etc., la dame qui était là-bas. Ben, Macron, c'est le premier d'entre eux, le premier magistrat de New York, là, de la banque Rothschild. Voilà. Bon. Bébé Rothschild, on ne change pas. On avait déjà Pompidou, on avait eu Giscard, on les a tous. Hein. Donc c'est pas nouveau. Donc ça, c'est maintenant, dans la mesure où la guerre conventionnelle a échoué et qu'ils doivent sauver leurs fesses, ils n'ont qu'un moyen, c'est une stratégie de rupture. La stratégie de rupture, elle est claire et nette. C'est des armes non conventionnelles et ce ne sera pas des armes nucléaires. Donc à mon avis, on n'y échappera pas. Et si vous avez toute la planète qui est contaminée, et que vous avez une frappe tactique en Russie qui détruit d'un seul coup un régiment russe à coup de Marbourg, attention, hein, ça va vite. Hein. On pourra dire, ah oui, mais non, c'est pas nous. C'est pas nous. Hein. Comment vous pouvez prouver? Regardez, tout le monde est malade. Toute la planète est malade. Un régiment russe qui vient de mourir, ouais, d'un seul coup. Donc la guerre mondiale, ce sera une guerre totalement hybride, totalement différente de tout ce qu'on a connu. On avait utilisé en 14 à Ypres, on avait utilisé le chimique, on s'est aperçu que voilà, ça tuait autant d'un côté que de l'autre. Mais s'ils ont l'antidote, parce que ça encore, c'est une des l'épée, le bouclier, c'est pas exclu. Vous savez, si j'en parle beaucoup, moi, c'est pour que ça ne se produise pas. Si seulement il pouvait y avoir des gens qui viennent se foutre de ma gueule en disant « Ah, tu vois, t'as eu tort. » Oh, je rentre chez moi, puis c'est bon. Le truc, c'est que malheureusement, quand ils sont complètement dingues, parce qu'on a parlé, vous avez parlé de l'aspect religieux, oui, bah, il faut en parler, le messianisme. On a fait une émission, vous regardez, vous tapez sur Internet, Pierre Place, Youssef Indy. J'ai fait une émission avec Youssef Indy où il balance la sauce sur le messianisme hégémonisme et messianisme. Voilà. Regardez cette émission, à mon avis, Youssef, il connaît son sujet, c'est complet. Hein.
C'est lui qui parle dans l'émission. Merci beaucoup. On va passer le micro. Monsieur, votre question. J'ai une question et deux infos au passage pour chacun des conférenciers. Ma question, c'est l'interdépendance. Qui dirige qui au niveau des mafias et des renseignements au niveau international? Parce que CF, les derniers reportages sur Arte et autres sur les mafias chinoises et précédemment les mafias que nous connaissons mieux, occidentales, d'origine italienne, avec le même banquier qui était le banquier des mafieux et du Vatican. Donc ça, c'est les reportages diffusés ces dernières semaines. Et je me disais, quelle est l'interrelation, si vous avez des éléments, entre ces mafias qui semblent agir, et après sur la triade chinoise, au service du gouvernement de Chinois en l'occurrence, c'était le plus facilement démontrable. Donc, c'est le lien, si vous avez, vous, des éléments par rapport à ça. Et mes deux informations, c'est par rapport à l'assassin de JF Kennedy, le successeur qui en a profité et qui a mis en place tout ce que vous avez dit, s'appelle M. Johnson. Coïncidence, le vice-président qui a succédé à Abraham Lincoln assassiné s'appelait Johnson. J'ai peut-être pas de la même famille. Oh non, mais bon. Oh, on a des surprises dans voilà, la logique. voilà, J'ai parlé de Morgan, le pire de tous les pirates. Il faudra que j'irai voir s'il n'a pas une généalogie à me fournir. Non, mais bon, oui, sur le. Moi, les émissions qui prétendent nous renseigner et qui paraissent sur une chaîne comme Arte, bon, je me méfie. Je me méfie toujours. Le problème, c'est la fiabilité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce que si cette émission est programmée et jouée, c'est pas innocent, c'est jamais innocent. Hein. C'est pour, alors en l'occurrence, c'est pour s'attaquer bien sûr à la Chine, hein, ou essayer de noircir la Chine en disant regardez, ils ont des mafias, des machins. Tout c'est du travail en amont, ça. Mais moi, j'ai qu'une confiance extrêmement limitée dans les médias occidentaux, d'une manière générale. Hein, tellement on a menti et tellement j'ai pu, moi, dans les postes que j'ai occupés, vérifier ces mensonges-là. On a tellement menti que... Et sur Arte, bon, c'est le mensonge franco-allemand, mais n'empêche que c'est du mensonge quand même. C'est le seul couple qui fonctionne. Voilà, donc bon, moi je n'accorderai pas plus d'importance que ça. Je vais dans le sens du général. Hein. C'est parler des mafias des autres, en particulier les Chinois, c'est de la prestidigitation. Regardez ma main droite, pendant que la main gauche escamote le lapin dans le chapeau. Vous voyez? C'est rien d'autre. Il faut surtout pas... parce que, oui, et là encore, les mafias chinoises, elles existent. Hein. Mais à votre avis, est-ce que vous parlez de gouvernement là? Non. Elles ne marchent pas avec Xi Jinping. Hein. Elles marchent avec les libéraux, les mêmes que les mafias russes qui sont au coin du bois avec le 12 pour flinguer Poutine. Bien sûr, d'accord. En général, mon capitaine, une question par rapport à la France et aux années 60. Qui a fourni la bombe nucléaire à Israël? Est-ce que c'est bien la France, lorsque Shimon Peres avait son cabinet à côté du bureau du président de la République de l'époque? Oui, là-dessus, personne ne peut répondre. Vraiment, il y a un livre qui est... Mais là aussi, le livre en question, il est écrit aussi par un Sayan, donc c'est embêtant. Hein. Alors, il est extrêmement documenté, mais c'est la bombe... Israël et la bombe. Hein, Israël et la bombe, voilà. Bon, je l'ai lu, ce livre, mais officiellement, d'ailleurs... Israël n'a toujours pas la bombe, officiellement, n'a toujours pas reconnu avoir la bombe. Mais alors qu'ils l'ont depuis probablement la guerre de 67, on peut imaginer que c'est entre 67 et 69, sous Johnson, qu'ils ont eu la bombe. Mais bon, on n'a pas de preuves, quoi. Il n'y a pas de... ils ont toujours refusé de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci. Moi, je... Oui. Micro. Attendez, madame. Attendez-vous. Il y a allez-y sur monsieur et ensuite c'est à vous, madame. Oui, c'est la parole aux dames d'abord. Bravo. Allez-y, madame. France, pays de la galanterie. Bon, tout à l'heure, vous êtes présenté comme étant né à Nice, en général, donc
on pourrait parler peut-être de... Pas né à Nice. Pas né à Nice. Non, on va avoir vécu l'an passé. À l'âge de 2 ans, j'y suis arrivé. Beaucoup d'affinités avec Nice, donc en fait, vous n'avez pas parlé du maire de Nice, qui est le seul maire en France à afficher le drapeau israélien, et qui mardi va inaugurer le mémorial de la Shoah qui va être fait à Nice. Bon, ça c'est juste anecdotique. Mais en fait, bon, depuis quelque temps, effectivement, tout le monde de plus en plus de gens sont conscients du mensonge et de la propagande des médias et du fait qu'on n'a pas accès, à part par des médias alternatifs, à la véritable information. Et donc, on parle du clan, du côté des BRICS. Comment, en fait, je crois que Poutine l'a dit dans son discours, dans son interview de 2 heures, tous les médias sont dans les mains des mêmes et des occidentaux, quoi. Comment, enfin voilà. Donc moi, en fait, je voulais venir vous écouter pour essayer d'avoir des perspectives un peu enthousiasmantes éventuellement. Moi, je vais vous en donner parce que on dit que on a un appareil médiatique énorme, mais qui n'influe finalement que dans l'entre-soi otanien. C'est-à-dire, il n'y a que les otaniens qui ont accès à ces choses-là. En revanche, au niveau mondial, la bataille de la communication a été clairement gagnée par Poutine. Elle est gagnée dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays d'Amérique du Sud, dans tous les pays. Vous avez Spoutnik, moi je lis quotidiennement Spoutnik Afrique, je lis quotidiennement Russie, et l'Afrique a basculé complètement dans le camp de Poutine. C'est-à-dire que nous, avec notre communication, nos braves journaux là, qui essayent encore d'influer, on n'influe que sur une partie seulement de notre propre opinion publique, qui ne croit d'ailleurs plus aux médias. Les médias, la confiance dans les médias en Occident est en chute libre. Aujourd'hui, y compris dans notre propre opinion publique. Donc aujourd'hui, moi, si vous voulez, s'il y avait des élections européennes et que la Russie fasse partie de l'Europe, et que Poutine soit candidat comme président de l'Europe, j'ai la conviction qu'il serait élu. Il serait élu d'abord parce qu'il aurait... 63 millions d'habitants, d'électeurs ou 70 millions de chez lui qui voteraient pour lui. Macron, combien vous croyez qu'un Macron candidat ferait? Il fera peut-être 7-8 millions maximum. Et il s'en sortira pas. Scholz, pas mieux. Sunak, pas mieux. Parce que nous... mais Poutine serait élu. Il serait élu président. Parce que non seulement il y aurait les millions de chez lui, mais en plus... il y en aurait probablement de chez nous. Oui, mais il y a le vote électronique en général. Juste un bémol, parce qu'en fait, est-ce dû à la propagande quand même, moi, j'ai pas forcément non plus envie d'être une citoyenne chinoise ou peut-être une citoyenne russe. Par rapport au crédit social, alors... mais ça, justement, le crédit social, c'est le littoral, c'est les libéraux. Avec le micro. Avec le micro. Le crédit social dont on nous rebat les oreilles pour nous faire peur, pour qu'on ait peur de la Chine, c'est précisément... Qui sont ces gens? C'est les mêmes que chez nous, hein. Le crédit social, c'est les libéraux, c'est les mecs qui sont directement connectés avec New York, avec les banksters. C'est la banque. C'est pas... Alors, Xi Jinping, bien sûr, ça peut lui être utile ça peut lui être utile. Il va peut-être pas y mettre pour l'instant. Mais en fait... les Chinois, puis c'est pas la même mentalité aussi. Hein. Vous parlez pas à un Chinois ou à un Japonais comme vous parlez à un Français. Je veux dire, il y a des choses auxquelles nous on est attachés, chez eux, ça n'a pas la même importance. Bon, mais attention à ce qu'on nous dit sur la Chine et sur la Russie. Hein, parce que moi je vais régulièrement, je vais pas en Chine, mais je vais régulièrement en Russie. D'accord, il y a pas longtemps, j'étais dans le Donbass là au printemps dernier là. Hein, j'étais en Syrie avec le général en avril, hein, en général. En mai, j'étais dans le Donbass et en juin, j'étais au Kosovo. Donc, en tant que reporter, hein, et en délégation avec le général. Donc, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. La Russie, putain, il fait bon vivre en Russie. Je veux dire, on nous présente une démocratie, une dictature, etc. Non, c'est pas vrai du tout. Je vous dirai s'il fait bon vivre en Russie, parce que dans 4 jours d'ici, j'y suis. Je suis à Moscou et Saint-Pétersbourg, j'irai faire Moscou-Saint-Pétersbourg et j'irai voir si ce que nos médias nous racontent est vrai ou si
ou si la Russie est le pays les journaux russes nous présentent. Je vais regarder objectivement, de mon point de vue, c'est ce qui s'y passe vraiment, mais je suis à peu près sûr que les choses, j'aurai de bonnes surprises par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, j'y étais allé, bon, c'était pas terrible. On va prendre une ultime question, parce que le temps nous manque. On aurait aimé continuer ça, même toute la soirée avec vous tous. Mais non, il faut qu'on s'arrête maintenant. Monsieur, vous avez posé la dernière question. Bon général, capitaine, respect, Jean-Claude Waïd-Spack. Voilà. Je vais donc m'adresser à vous. Je suis un membre d'un mouvement qui s'appelle les Divergents. Divergents dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. Il n'y a pas un terme que l'on peut mettre de côté, ni une personnalité, ni une fonction, ni une religion, ni une couleur, ni une pensée. Voilà. La question que je vais vous poser, c'est que maintenant, vous savez, vous avez été dans l'analyse des informations qui vous a permis de découvrir qu'en fait, les traitements d'informations sur le terrain étaient complètement déviés par la propagande. Vous avez découvert quelque chose que vous ne savez pas. Moi aussi, j'ai toujours servi le système, toute ma vie quasiment. Il a fallu juste un petit détail, un incident. En 2020, nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Nous sommes en guerre, il me semble. Nous sommes en guerre. Et je vous dis à chacun de l'Assemblée, c'est vrai, nous sommes réellement en guerre. Et l'ennemi que nous affrontons nécessite absolument l'union de tous, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos partis, quelles que soient nos différences. Là, nous ne sommes plus là pour ça. Nous pouvons faire face, vous l'avez dit tout à l'heure, démocratiquement, hop, exceptionnel, non, tout le monde n'y croit plus, on nous a mis dans la tête que c'est truqué, que c'est perdant d'avance, que si... Oui, c'est truqué, oui, mais si vous allez voter et qu'on est dans la rue ce jour-là, des millions dans la rue à exprimer sa voix, non seulement par le bulletin que l'on met dans l'urne, mais aussi... Votre question? La question, elle arrive de suite. Donc, pour sortir, quelle est la solution? Avez-vous une solution maintenant? Vous avez dit que vous êtes là par devoir, capitaine Trace. Alors, quel est notre devoir maintenant en tant que citoyen? Alors, nous, on essaie de faire pour l'instant ce qui est dans nos moyens. C'est-à-dire, on a commencé par le diagnostic. Le diagnostic consiste à dénoncer, à faire l'état des lieux, à appliquer la méthodologie qu'on nous a enseignée pour essayer de voir ce qu'il y a derrière les choses, comprendre. Et on a fait un diagnostic. Après, vous avez bien conscience que nos moyens sont limités. Et donc, alors évidemment, il y aurait la technique David et Goliath. Il faut bien se souvenir ce que c'est que l'histoire de David et Goliath. C'est-à-dire qu'au lieu de massacrer les peuples, il y a deux champions qui s'affrontent. C'est le combat des chefs, là, Astérix. C'est le combat des chefs. Alors, on imagine que... Moi, j'aimerais bien un combat entre Biden et Poutine. Ce serait pas mal. Sur un tatami, par exemple. Pour être sympa. Poutine n'aurait rien à faire, il tomberait tout seul, l'autre. Mais bon, malheureusement, ça marche pas. Conclusion générale? Oui, non, mais moi, je pense que notre rôle à nous, moi, à mon âge, c'est certainement pas de prendre le fusil et d'aller faire la guerre. Y compris, sachant que l'ennemi n'est pas celui qu'on nous désigne comme ennemi, sachant que l'ennemi est à la tête de notre propre État. Donc moi, mon rôle et mon action, c'est d'essayer d'informer au maximum, de réinformer. Je fais des vidéos, j'interviens à peu près partout pour essayer d'ouvrir les yeux des gens et faire en sorte qu'ils utilisent leur bulletin de vote et qu'ils fassent péter le système, je dirais. Mais je suis optimiste, parce que, bon, on a vu M. Macron... on l'a vu au Salon de l'Agriculture, on l'a vu au Championnat du monde de rugby. Je me demande vraiment ce que va être l'ouverture des Jeux Olympiques. Déjà, il y a un truc qui est louche, c'est que la piscine olympique, ils ne sont pas commencés à la construire. Ouais, donc, bon, attendons de voir, mais bon, moi je suis persuadé qu'on a des raisons d'être optimiste aujourd'hui. Les choses bougent, le gouvernement il en a conscience. Bon, moi ce qui me déçoit beaucoup, c'est de la part des partis traditionnels qui se couchent, qui vont baiser les pieds, je le répète, de Benjamin Netanyahou pour soutenir le génocide, alors même que tout ce génocide a pris un prétexte mensonger. Le 7 octobre ne s'est pas passé comme on nous a dit qu'il s'était passé. Le narratif est faux.
Le narratif est faux. Quand je dis que le narratif est faux, c'est-à-dire qu'on a exagéré. D'abord, on nous a dit les gens du Hamas sont sortis pour assassiner maximum d'Israéliens possible. Ça n'est pas vrai. Ils sont sortis pour essayer de récupérer un maximum d'otages possible pour les échanger contre les 7000 Palestiniens qui pourrissent en prison depuis des années sans jugement. C'est ça qu'ils voulaient faire. Bon, donc ils ont été les chercher. Il y a eu des combats contre des civils qui n'étaient pas désarmés, contrairement à ce qu'on nous a dit. Ceux qui n'ont pas été là-bas, moi j'ai été là-bas 2 ans, hein, on ne me dira pas que ces civils étaient désarmés. Ils étaient armés et il y a eu des échanges de coups de feu. Il y a eu des soldats israéliens qui sont morts, des combattants palestiniens qui sont morts. Il y a eu des civils palestiniens, civils israéliens armés qui sont morts et des guerriers du Hamas qui sont morts aussi. Bon, on est dans le ghetto de Varsovie, là. C'est le ghetto de Varsovie, ni plus ni moins. Et donc la révolte était, de mon point de vue, légitime. On a le devoir de se révolter quand on est en situation d'oppression complète depuis 75 ans. Hein, je vous ai parlé des 2000 morts de l'année de la première intifada, puis autant à la deuxième. Yassine, Sabra et Shatila. Il y a eu tellement d'atrocités commises que les Palestiniens, je regrette, sont en droit de contester à Israël, et ils l'ont fait contrairement à ce qu'on nous a dit. On a essayé de nous construire les bébés éventrés, mais ça devient tellement ridicule et tellement... Hein, quand j'ai vu le député franco-israélien Meir Habib pleurer à la télévision, c'est complètement surréaliste. C'est un type qui pleure, c'est des pleurs de mensonge. Ce sont des pleurs de mensonge. Hein, et ce gars-là, on lui déroule le tapis rouge sur toutes nos télés parce qu'il est de la bonne communauté. Ça n'est pas tolérable. Et il y a un jour, il faudra qu'on fasse comme au Royaume-Uni, où Galloway a été élu, c'est-à-dire qu'on dise, bon, hein, ça suffit, et qu'on impose à la limite aux Israéliens les solutions qui sont préconisées depuis belle lurette par les Nations Unies. Donc il faut le faire. Voilà. Merci infiniment, Général. Bon, on va applaudir.